Il y a quelque chose donc dans la fonction de mère qui, moi, m'inspire beaucoup, c'est on part des problèmes quotidiens, on part du tangible, on part de la matière. C'est ce que les gens, euh, quand ils vont vous voir, c'est les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie. Je crois que aujourd'hui, la politique locale et en particulier la fonction de maire, c'est un remède. En tout cas, c'est le premier remède qu'on doit appliquer au problème du rapport aux politiques, à la perte de confiance des citoyens dans leur politique. Bonjour Diana. Bonjour Astrid. Alors, je suis née et j'ai grandi dans le 7e, avenue d'Amat-Piquet. Alors, j'ai eu la chance de vous rencontrer grâce à mon papa, qui est engagé depuis longtemps dans cet arrondissement. Je suis très contente de pouvoir échanger avec vous autour de votre candidature. Vous avez un profil assez atypique et inspirant entre la Russie et la France, les nouvelles technologies. On a hâte de découvrir tout ça. Moi, je suis née à Moscou, donc dans une autre grande ville qui fait, je crois, quelque chose comme 42 fois la taille de Paris. Donc c'est vrai que quand on est né quelque part, ça conditionne beaucoup l'attachement qu'on a. On a un certain type d'endroit et il est vrai que moi je suis absolument amoureuse des capitales. J'aime Paris comme bon déjà comme les Moscovites aiment Paris, donc avec beaucoup de fougue et de passion. Comme comme beaucoup finalement de personnes qui ont immigré ou qui ont emménagé ailleurs, je me fais une règle de connaître parfaitement cette ville et surtout de ne pas porter de jugement prématuré. C'est vrai que j'ai depuis longtemps arrêté de me poser la question si j'y appartenais ou pas. Je me souviens du moment où j'ai mis le pied en quelque sorte sur le sol parisien, pardon si ça sonne de façon un peu pathétique, quand j'avais 18 ans, avant de commencer en classe préparatoire au lycée Henri IV à l'époque, et je me suis immédiatement sentie chez moi. Et j'ai jamais assez rarement eu ce type de sentiment où je n'avais aucun doute sur le fait que cette ville était faite pour moi et que j'allais m'y sentir heureuse et bien. Et j'allais y trouver les moyens pour m'épanouir et développer les possibilités que j'avais déjà en tête à cette époque-là. Donc moi, je suis née à un moment qui était encore un moment, sinon heureux, mais plein d'espoir dans la Russie de l'époque. C'était la perestroïka, ou plus précisément la glasnost, le moment où le régime essayait de se libéraliser en instaurant une liberté d'expression et une sorte de libéralisme économique qui n'était pas du tout total, mais voilà, qui commençait à vouloir se développer. Et c'était un moment assez particulier puisqu'il y avait une sorte d'effervescence, comme souvent il arrive que dans les pays qui sont au bord de la chute, au bord de l'implosion, il y ait des moments merveilleux où tout d'un coup, tous les livres qui ont été interdits depuis plus de 60 ans ont commencé à paraître. Et je me souviens, encore enfant, dans le métro, les gens qui lisaient de façon quasiment synchrone le même livre, comme par exemple Le Maître et Marguerite de Bulgakov, qui, après tant d'années, était distribué librement à peu près partout. Et c'est vrai que mon enfance a été très littéraire, comme l'enfance de beaucoup d'enfants russes, en fait, ou de moscovites. J'ai beaucoup lu très tôt, en grande quantité. Et même en partant en France, après, dans toutes les langues, hein, en français, en russe, en anglais, je lis beaucoup en anglais également. Pas du tout pour développer mon English, hein, mais parce que j'adore cette langue littéraire. Et voilà, donc je crois que c'est ça ma maison aussi, c'est la littérature. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de livres ici. J'ai un besoin de proximité de livres parce que c'est l'objet que j'emporte quand j'ai besoin d'avoir un compagnon fidèle. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. J'ai suivi mes parents qui étaient chercheurs et qui ont quitté Moscou parce qu'il était devenu impossible de vivre de son métier et de pratiquer son métier dans le Moscou et la Russie de l'époque. Et, euh, et ils sont venus, ils sont partis à Nancy où ils avaient un contrat temporaire. Et puis finalement, de temporaire en temporaire, on est resté. Moi, j'ai fait mon école, je suis rentrée au conservatoire. Ils ont commencé à faire leur vie ici, moi également. Et puis
très rapidement, il était impensable quasiment pour moi, en tout cas, de retourner dans un autre pays. Je m'étais sentie chez moi en France. On a demandé donc à Antonin Léonard, votre associé avec qui vous avez fondé Stroïka. Donc je veux bien que vous présentiez un peu cette Alors entreprise. Stroïka, c'est une agence de stratégie et de communication. Donc on travaille avec les organisations de toute taille, hein, tant petites que grandes, avec les entrepreneurs. Lorsqu'ils veulent transformer leur organisation pour la rendre plus conforme avec ce qui se passe dans le monde, les évolutions économiques, sociales, culturelles, qui sont les nôtres. Diana a déménagé de Moscou à Nancy à l'âge de 8 ou 9 ans. Ça a forcément suscité chez elle un rapport au monde très complexe et une capacité à identifier les faux semblants peut-être, à se projeter dans d'autres réalités, à comprendre que en fait on a tous reçu en héritage une certaine vision du monde, des représentations, des habitudes, et cette nécessité qu'elle a eue de s'habituer à une nouvelle langue, à un nouvel environnement, forcément ça a dû créer chez elle des qualités hors du commun que moi je remarque au quotidien. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et une aventure entrepreneuriale. Il faut dire qu'Antonin est né, donc a fait ses études à Nancy, où moi j'ai passé 9 ans de ma vie. Et que ça aussi, ça fonde un rapport au monde que nous, on partage tous les deux, parce qu'il s'est retrouvé à Paris un peu plus tard que moi à 18 ans, lui un peu plus tard. Lui, il a fait vraiment le tour du monde, il a vécu à peu près partout. Je pense qu'il est à même, par sa capacité aussi à sortir du cadre social, intellectuel qui est le nôtre, à comprendre ce décentrage. Donc, je parle de décentrage parce que c'est vraiment le concept, l'idée clé de quelqu'un qui change, comme il l'a dit, d'environnement, d'habitude. C'est qu'on est bousculé en fait. On est bousculé d'une façon très profonde, à un niveau qui est difficile d'imaginer, quoi. C'est toute notre économie interne, presque physique, qui est mise à mal, puisque on ne sait plus trop comment faire, quoi. On ne sait plus rien. On ne sait pas comment on dit bonjour, on ne sait pas comment on interagit. C'est pas seulement une question de la langue, c'est tous ces milliers de nuances qui sont absolument naturelles chez nous. Pendant un repas. Vous savez, il y a toujours ces scènes dans les romans, dans la littérature, beaucoup chez Proust, ce qui se retrouve dans le salon des Guermantes, et ils remarquent tout. Ils remarquent le moindre petit détail. Ils remarquent en fait ce petit fil qui est en train de se dérouler, qui n'existe pas, mais ce fil presque narratif, que personne remarque parce qu'ils sont dedans, eux ils sont les acteurs, et lui il est comme s'il était un peu aussi le metteur en scène ou le scénariste. Il voit tout ce qui n'est pas dissible et tout ce qui n'est pas visible, et comment ça détermine les comportements des uns et des autres, comment ça va, une règle complètement informelle intégrée par tout le monde va faire que la princesse de Guermantes va avoir ce geste, ou ce pli de la robe qu'elle ne va pas remarquer, ou alors cette façon très légère qu'elle aura de répartir un compliment à droite ou à gauche. En fait, tout ce savoir-vivre, cette structure sociale profonde, on ne l'a pas, et il faut la prendre. Alors, il faut la prendre. C'est pas un il faut moral, c'est une question de survie. Parce que si on n'y arrive pas, on est perdu. On est forcément, on continue à être cet observateur externe qui ne peut pas agir dans ces sociétés-là. Et alors là, effectivement, tout le monde a des réactions différentes, hein. Je pense que le caractère, notre caractère, le lieu dont on vient, la volonté qu'on a de communiquer avec les autres, de faire partie de ce monde-là, a une influence déterminante sur notre réaction. On peut réagir violemment, refuser ce nouveau monde, se dire non, ce n'est pas pour moi, moi je reste dans ce confort qui est le mien. On peut au contraire se piquer d'y rentrer par effraction et refuser, c'est la barrière qui s'instaure, et donc se faire espion, quoi. Espion de ces modes de vie, de ces structures, et essayer de les assimiler.
Je crois que c'est ce que j'ai fait. Je pense que c'était fonction de mon âge. Moi, j'avais 8 ans, je n'avais pas trop le choix. Je ne pouvais pas encore intellectualiser et refuser cette chose-là. Et puis aussi mon caractère, qui est celui de rentrer par effraction, de comprendre comment ça se passe, qui est finalement quelqu'un qui est de l'empathie pour justement les organisations sociales, autant que pour les gens. Et c'est la réaction que j'ai eue à l'époque. Mais voilà, donc j'ai eu ce double tremblement de terre. Le premier tremblement de terre, c'est la fin de l'URSS avec une mort quasiment immédiate, un décès de 3 grands-parents sur 4 qui a suivi. Et puis mes parents qui étaient déstabilisés, le monde alentour qui était déstabilisé, et ensuite le départ en France. Donc, et ensuite en France, une école, puis une autre école, puis encore une autre école, puis un changement, voilà. Donc toujours. Je n'ai jamais été très certainement dans un environnement de sécurité et de stabilité. Sinon, celui que mes parents m'ont offert, à savoir une stabilité affective absolue et une confiance en moi dès mon plus jeune âge, comme dans un adulte, dans une adulte plutôt, qu'une femme. Aussi, quelque chose qui est très important et qui touche au rapport que j'ai au fait que je suis une femme, c'est que on ne m'a jamais dit que je ne pouvais pas faire de choses parce que j'étais une femme. Bien au contraire. Au contraire, tu peux faire bien plus. Tu es dotée de super pouvoirs. Donc j'ai été en quelque sorte élevée comme une personne dont la féminité était un attribut, dont je pouvais faire un peu ce que je voulais, mais qui n'était certainement pas déterminant de mes possibilités dans la vie. Donc, de votre engagement politique, vous avez rencontré Alexandra Cordobar, donc la maire du 10e arrondissement et candidate en tant que tête de liste dans le même arrondissement. Elle est finalement aussi très ancrée dans Paris. C'est une Parisienne, à l'instar de beaucoup d'autres, une Parisienne d'adoption. Beaucoup d'entre nous avons ce parcours d'être des Parisiennes, des Parisiens d'adoption, parce qu'on a adopté la ville et qu'ensuite, par bonheur, elle nous a adoptés aussi. Et d'avoir comme ça ce goût pour le lieu dans lequel on s'est retrouvés et dans lequel on s'est enfin senti bien et en mesure de vivre notre vie. C'est quelque chose qui nous rassemble d'ailleurs, parce que avec une histoire très différente, j'ai ressenti ça quand je suis arrivée à Paris, enfin un endroit où j'ai envie de vivre, de faire ma vie. Et on sent que pour Diana, c'est la même chose. Son attachement à Paris s'entend dans tous les mots qu'elle dit, puisqu'elle s'est vraiment intéressée à qu'est-ce qui ferait cette ville plus belle, qu'est-ce qui nous permettra de continuer à y vivre, qu'est-ce qui nous permettra de continuer à y vivre ensemble. Elle a, je ne sais pas si c'est un héritage, je n'en sais rien, je pense qu'il y a beaucoup d'elle-même dans ça. Elle a le goût de l'altérité, elle a le goût de la mixité, elle a la conscience aiguë que cette ville doit s'adapter, bien sûr, au changement climatique, doit faire ses révolutions pour être plus agréable, plus verte, moins polluée, mais aussi beaucoup plus solidaire, et surtout que son patrimoine, celui qu'il faut à la fois défendre et faire prospérer, ce sont les Parisiens, tous les Parisiens, surtout quand ils n'en ont plus tout à fait les moyens, ou qu'il faut les aider à en avoir encore les moyens, tous ceux qui sont aujourd'hui à Paris et tous ceux qui ont envie de Paris et qui ont envie, comme elle, comme moi par exemple, envie de venir y vivre leur vie. Elle parle des Parisiens qui veulent continuer à habiter Paris malgré la hausse des tarifs, du prix du mètre carré, ce que j'ai tout à fait vécu à travers avec mes parents. Donc mes parents avaient une petite surface donc dans le 7e, et moi j'ai été obligée, pour vivre ma vie et faire mes études calmement, de quitter le 7e temporairement pour aller habiter sur Versailles, qui était une ville moins chère que Paris, parce que Paris était devenu toujours inabordable pour un étudiant, surtout le 7e, qui manque cruellement, je pense, de logements étudiants et de logements à loyer modéré, comme on pourrait l'attendre.
Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des familles à pas forcément faible revenu, mais revenus moyens, classe moyenne, Ouais. aisée, Ouais. qui n'arrivent plus du tout à se loger dans le 7e. Ouais, bah, c'est pareil. Mm. Ouais. Alors, moi, je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, je suis arrivée à Paris en 2004, donc c'était un moment où le logement était déjà évidemment en train d'exploser, mais c'était pas non plus les niveaux qu'il a atteints aujourd'hui. Et c'était évidemment un effort extraordinaire pour mes parents à l'époque que de pouvoir me payer mes études, en tout cas me payer un appartement à Paris, alors que sachant qu'une prépa, c'est quasi gratuit. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, hein, c'est sûr. Et même pour les parents qui habitent à l'intérieur de Paris, cela suppose qu'un enfant ne peut pas forcément prendre son indépendance. Donc évidemment, ça encourage les familles qui habitent dans les grandes surfaces, donc les héritiers, donc des certaines classes sociales qui ne sont pas du tout des classes moyennes en fait. Hein. Sont même pas, je ne parle même pas de vraiment des plus fragiles, hein. C'est ça le problème. Donc moi c'est vrai que mon engagement là-dedans, il est très lié en fait au fait que moi je sois née à Moscou et que comme je vous l'ai dit au début, j'ai un grand attachement au capital et surtout à une certaine idée de la capitale qu'elle doit être cette énorme lessiveuse dans laquelle arrivent différents types de personnes, que mon père, on s'entend, est arrivé à Moscou, et qui, parce qu'ils sont volontaires, qui sont doués ou pas d'ailleurs, parce que ce sont des personnes qui veulent quelque chose, et qui se retrouvent avec d'autres, construire quelque chose d'extraordinaire que seule une grande ville offre. Et ça, je suis convaincue, dans l'air de Paris, l'ambiance de Paris, il suffit d'y mettre le pied, en fait, pour être imprégné de cette magie particulière. Et ça me fait beaucoup de mal d'entendre aujourd'hui, quand certaines personnes m'en parlent, qu'au moment où ils me mettent le pied dans Paris, certaines qui habitent en province ou ailleurs, ou dans d'autres villes moyennes de France, ce qu'ils sentent, ce n'est pas cette extraordinaire effervescence, mais plutôt la pollution, la fatigue, le stress, etc. Je sais qu'ils ont raison, au fond. Effectivement, une ville en capitale est plus stressante, plus fatigante, plus épuisante, plus polluante, par la force des choses. Il y a une concentration humaine. Mais je refuse que ces éléments pèsent plus que le côté extraordinaire de Paris en tant que construction d'une identité collective et individuelle qu'on ne pourrait pas construire ailleurs. Et donc je voudrais moi je ne pense pas que Paris l'ait jamais perdu. Je pense que ce sont des discours d'enfants gâtés, hein, qui n'ont pas forcément mis le pied dans d'autres capitales du monde entier où les choses peuvent être beaucoup plus difficiles, et ne serait-ce qu'à Moscou où pour le coup les distances à franchir sont telles que en dessous de 45 minutes, faut même pas espérer faire des chemins des trajets qui sont inférieurs à 45 minutes quoi, en temps incompressible. Donc moi je refuse de croire ça. Je pense qu'on est toujours dans une ville qui porte cela, mais il faut se battre pour le conserver. Donc là on ne peut plus juste vivre sur nos acquis. Il faut se battre pour que Paris reste une ville qui est ouverte à la mixité. Et mon engagement, il est en politique, en tout cas dans la campagne, il est très lié à la volonté de participer à un certain Paris de demain. Et cette idée de Paris qui est profondément ancrée en moi, parce que c'est l'idée que je me suis fait de Paris, et c'est la représentation que j'ai de Paris quand moi, je suis arrivée, à laquelle je tiens et dans laquelle j'aimerais que mes enfants vivent. Pas que mes enfants ils se retrouvent dans des écoles où tous les enfants qu'ils fréquentent sont strictement les mêmes qu'en fait ils ne sachent rien de ce monde, sinon exactement leur clone exact en fait. C'est d'une pauvreté terrible, c'est triste. Et c'est triste, et c'est un souhait aujourd'hui qui est formulé par beaucoup. Et encore une fois, il ne faut pas les accuser. Il ne faut pas leur dire « mais vous ne voulez pas de mixité, vous voulez absolument envoyer vos enfants dans les mêmes écoles pour qu'ils soient protégés ». Non, en fait. S'ils le veulent, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est qu'il y a une insécurité sociale forte. Pourquoi on parle de la fin du monde, de la collapsologie ? C'est parce qu'on sent une menace qui arrive. Et que dans cette menace, chacun, c'est normal, cherche de la façon la plus immédiate à trouver un cocon de sécurité. Mais ce n'est pas dû à Paris.
C'est dû au monde dans lequel on vit et c'est dû, je ne vais pas parler du tout de politique par ailleurs, nationale, je veux dire, mais c'est lié aussi à une certaine politique nationale, une certaine politique européenne dans laquelle on est aujourd'hui et qui fait que la stabilité sociale, la sécurité, la projection, le rêve, eh ben, il se dérobe sous nos pieds. Donc il faut reconstruire ça. Et donc je crois qu'on peut le faire. Je crois qu'on peut le faire aujourd'hui à l'échelle d'une ville. Et c'est pour cela que je me bats à Paris aujourd'hui. Vous avez aussi un parcours sur l'innovation et les nouvelles technologies, donc qui sont au cœur de votre parcours actuel, des grandes entreprises tech, en passant par l'économie collaborative jusqu'à la politique. Est-ce que c'est structurant pour vous et pourquoi ? En fait, ce qui est structurant dans ma vie, c'est que je crois que j'avais cette soif très, très, très rapide, enfin très jeune, de tout faire, donc de tout découvrir, de ne pas laisser un seul secteur ou un seul métier m'échapper. En fait, idéalement, si je pouvais tester tous les métiers, si on me donnait une baguette magique et je pouvais décider de quelque chose, je voudrais me mettre dans la peau de personnes ou vies aux métiers très différents. C'est aussi évidemment, en tant qu'écrivain, c'est un peu un rêve, quoi. Enfin, c'est un rêve dérobé qu'on n'avoue jamais. Et c'est aussi pour cela que j'ai travaillé dans les nouvelles technologies, parce que ça incarnait en quelque sorte cette rencontre entre quelque chose qui n'est pas encore défini, qui reste à construire, qui est la pensée des technologies et la pratique des technologies aujourd'hui. Et de l'autre côté, ça me permettait également de goûter, de me familiariser avec différents milieux. Ces milieux, j'ai parlé du milieu associatif, il y a aussi le politique, puisqu'il s'intéressait de près à ces questions-là. Et puis, il y a bien sûr les grandes entreprises, qui sont les producteurs aujourd'hui, et qui le sont depuis toujours, des technologies, de l'information et de la communication. Moi, j'ai travaillé pendant quasiment 2 ans chez Microsoft, où j'étais chargée de l'écosystème startup. Donc, je devais aider Microsoft à développer sa familiarité et son implantation dans l'écosystème startup. Et j'ai pu tester une idée très forte que j'avais, c'était que en fait, on applique aujourd'hui au quotidien dans mon entreprise. C'est qu'une entreprise, dans le monde d'aujourd'hui, doit avoir un discours. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'elle ait des produits, il faut qu'il ait un discours. Et ce discours, ce n'est pas forcément penser différemment comme Apple, ou quoique Apple était quand même très présente sur ce domaine-là. Mais quel est le rapport d'une grande entreprise comme Microsoft aux technologies ? Et en quoi elle est différente d'un Google, en quoi elle est différente d'un Amazon, en quoi elle est différente d'un Apple, par exemple. Et j'avais donc j'avais créé en fait de toutes pièces un média qui s'appelait Kiss My Frogs, qui était censé aussi être esthétiquement ambitieux, en reprenant des codes très rétro et incarner une certaine conception que j'avais des articles et du journalisme, à savoir des articles longs, fouillés, pas du tout manichéens, pas du tout commerciaux, et assez neutres en fait, pas neutres, mais engagés sur la question des technologies. Et ce média a super bien marché. Je pense que j'avais réussi à occuper un créneau qui allait être occupé et que j'ai réussi à le préempter, qui était celui de l'humour, des articles qui arrêtaient de dire que les technologies et la Startup Nation allaient changer le monde, et qui essayaient de jeter une lumière un peu différente sur le quotidien déjà des startups, qu'est-ce que c'est de travailler en startup, c'est pas forcément génial, ça peut être difficile, etc. Donc en gros, c'était la déconstruction du discours Startup Nation avant même que Startup Nation avait été formulé, théorisé par Emmanuel Macron et la REM à l'époque, la République En Marche à l'époque, que voilà, l'entrepreneuriat allait sauver la France. Moi, dès cette époque-là, j'étais très réticente à l'idée qu'on puisse charger les pauvres entrepreneurs de la mission de sauver la France et le monde de tous les maux qui l'habitent. Pour moi, c'est un travail collectif et c'est un peu le travail des politiques. Au lieu de dire, super, vous allez tous devenir entrepreneurs et tout ira bien. Donc ça a été évidemment un moment très important parce que j'ai travaillé dans une grande entreprise, je sais ce que c'est. Pour le coup, je peux en parler, j'ai le droit d'en parler, je sais ce que c'est. Antonin Léonard nous a parlé de la place de l'innovation, des plateformes et des nouvelles technologies dans une ville comme Paris. Et nous allons l'écouter. Alors sur le sujet de l'innovation à Paris, il y a un peu 2 chapelles qui s'opposent. Il y a d'un côté le tout innovation, la vision pro-startup, pro-plateforme parfois, et c'est vrai que
l'énergie entrepreneuriale qui s'est développée ces dernières années, elle a du bon parce que y a plein de jeunes qui ne se retrouvent pas dans le monde de la grande entreprise et qui aujourd'hui se disent qu'ils auraient peut-être plus intérêt à lancer leur start-up ou à bosser en start-up. Mais d'un autre côté, le fait qu'on ait ouvert l'accès aussi facilement à des ruptures technologiques, ça fait qu'on est confronté à la puissance de grandes plateformes qui bouleversent nos vies quotidiennes. Et la ville en tant que telle, parce qu'elles ont un impact territorial assez conséquent. Donc, toute la difficulté pour une collectivité et pour un pouvoir public local, c'est à la fois de stimuler l'innovation et de favoriser l'émergence d'entrepreneurs, et notamment peut-être d'entrepreneurs qui contribuent au bien commun, tout en étant très conscient des impacts territoriaux, sociaux, générés par ces très gros acteurs numériques qui, jusqu'il y a encore quelques années, étaient des petites startups. Diana, elle aurait pu être une excellente lobbyiste pour les GAFA ou pour les nouveaux acteurs du numérique. Elle a préféré s'engager en politique. Donc, c'est tout à son honneur. Alors, moi j'ai été, juste pour commencer, pour bien poser les bases, j'ai été missionnée, ma première mission pour Paris en commun, c'était de travailler sur les communs numériques. Donc j'ai une mission sur les communs numériques qui va bientôt donner lieu à des annonces, à conférences de presse, etc. Donc je ne vous raconte pas ce qu'il y a dedans parce que je ne veux pas vous déflorer la nouveauté et l'ambition qui se cache derrière. Mais il est certain que une des raisons pour lesquelles je m'engage également à Paris et localement et pas nationalement, comme j'ai eu l'occasion de le faire lors des européennes, etc., c'est que je crois que c'est au niveau de la ville aujourd'hui qu'on a le pouvoir de réguler une technologie, enfin des technologies qui nous échappent complètement. Qui nous échappent complètement et qui sont en train de façonner notre environnement dans toutes ses dimensions. Dans sa dimension physique, on le voit bien, l'exemple des trottinettes, des Uber, etc., c'est quelque chose qu'on se représente bien, de façonner notre environnement social, économique, avec les locations d'Uber par Uber d'appartements touristiques qui détruisent le marché locatif et d'ailleurs de mobilier parisien, y compris dans les arrondissements comme le 7e, surtout dans ces arrondissements-là. Surtout le 7e. Voilà, bon, les gens ne peuvent plus y habiter. En revanche, on rachète des appartements pour spéculer et les mettre sur des plateformes. Parce que c'est absolument scandaleux, ça ne doit pas continuer, ça doit s'arrêter. Et de façon plus profonde, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre Technopouvoir, il refaçonne notre rapport au monde. Donc, parce qu'on ne sait plus exactement de quoi ce monde est fait, on ne sait plus exactement s'il y a un engin de reconnaissance faciale qui en fait est caché dans cette bibliothèque, qui est en train de nous filmer, qu'est-ce qu'il deviendra de ces images ? On construit, nous et nos enfants, un rapport à l'autre, un rapport à soi qui est complètement bouleversé et qui peut être assez toxique et problématique pour construire une société saine, quoi. Une société fondée sur le lien social, sur la confiance, sur la conscience de soi, sur la conscience d'un collectif, etc. Et donc moi, c'est ça qui me préoccupe et qui fait que, étant donné qu'au niveau, donc, pour résumer, au niveau de la France, donc il y a des choses qui sont faites, mais c'est très problématique parce que GAFA, attractivité de la France, emploi, lobby, etc. Au niveau de l'Europe, il y a eu le RGPD, et ça a été extrêmement difficile de le mettre en place. Bon, c'est au niveau européen qu'idéalement devrait se faire la régulation, mais ça prend du temps, il y a le blocage des États, etc., fiscaux, socio-économiques. Et puis, il y a le territoire. Et puis le territoire, la ville, donc ça peut être une collectivité, une commune, une région, un département, eh bien, on voit. Les effets, ils sont immédiats. Et comme les effets sont immédiats, la prise de conscience de la part de la population et des décideurs, ils sont immédiats également. Et c'est surtout une façon très concrète d'instaurer des règles. Parce que ce que voudraient faire toujours les GAFA et les productions technologiques, enfin les producteurs des technologies, c'est de dire
Tout cela, c'est très intangible, ça ne se passe pas au niveau ça ne se passe pas à notre niveau, tout se passe dans la Silicon Valley, en fait, c'est la mondialisation, Internet détruit les frontières, etc. Ce qu'ils veulent, c'est surtout se placer à un niveau de compétence qui nous échappe. Or, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils agissent à un niveau de compétence qui est celui de la ville et celui de la mairie. Par exemple, Sidewalk Labs, qui est une des filiales d'Alphabet, donc la maison mère de Google, aujourd'hui, dans une ville comme Toronto, par exemple, ils vont complètement détruire, bouleverser les services publics en proposant des services alternatifs qui sont fondés sur toute la data qu'ils collectent parce que ce sont des aspirateurs à données personnelles. Donc, on doit arrêter ça. Et je crois que... pourquoi est-ce que je m'engage du côté de l'intérêt général et pas du côté des GAFA, mais parce que tout simplement, c'est ce que je suis. Pour moi, ce qui compte dans la vie, c'est les gens. C'est la vie des gens, c'est la politique, c'est le vivre ensemble, c'est la société. Moi, je suis toujours du côté de la société. Il faut toujours être du côté de la société. Il faut sauver la société. Je reprends l'expression de Foucault. Et c'est naturel, en fait. La question ne se pose même pas. Je ne me suis pas dit « Oh, est-ce que j'irai faire une carrière du côté des GAFA ?» Bon, là, après cette émission, je deviendrai complètement inemployable. Hein. Je me suis coupé absolument tous les ponts. Mais je suis du côté de l'intérêt général parce que c'est l'intérêt général qui prime pour moi en tant que personne. Et que si j'agissais différemment, eh bien, moralement, je ne pourrais pas continuer à vivre. Alors, et votre éditeur Henri Trubert, qui a fondé la maison d'édition Les Liens qui libèrent, nous a aussi raconté que vous écriviez de la fiction. Il nous parle de vos deux facettes qu'on peut lire à travers votre écriture, donc la facette rationnelle et la facette fiction. Dans ses essais, rigueur à la fois dans ses sources, par exemple, hein, c'est très sourcé, mais aussi dans l'articulation de son livre. C'est très rigoureusement fait, ça ne va pas dans tous les sens, et la démonstration est vraiment bien huilée, tient parfaitement, et en même temps, parce que j'ai eu la chance de lire un petit texte d'elle, elle a un imaginaire foisonnant. Vous la laissez aller à son écriture, si elle laisse sa plume courir sur le papier, elle a un imaginaire foisonnant, elle a un style flamboyant, je veux dire, et une vraie qualité d'écriture, oui, en littérature. Donc ces deux domaines, là encore, hein, l'onde et le corpuscule, pour reprendre ce qu'on dit de la physique et de la réalité du monde, hein, nous sommes tous ondes et corpuscules, elle est le corpuscule dans ses essais, dans sa rigueur, et elle est onde dans son imaginaire et dans son écriture littéraire. C'est rare, hein. Je peux vous dire, c'est très rare. Pour répondre à ça, comme je voudrais être beaucoup de personnes en même temps, j'aimerais avoir un accès à la conscience de l'autre en changeant un peu de personnalité. J'aimerais aussi j'aime aborder les questions qui me taraudent, qui m'obsèdent, avec des approches complètement différentes. Parce que je ne crois pas, c'est mon côté subjectif et relativiste en quelque sorte, qu'on peut tout dire ou tout aborder, tout accomplir sous un angle. Je ne pense pas qu'on puisse être heureux, en tout cas moi je ne pourrais pas être heureuse qu'en faisant de la politique, je ne pourrais pas me sentir accomplie qu'en écrivant des essais, et je pense que je me sentirais incomplète aussi si je ne faisais que de la littérature. Et donc ça, je m'en suis rendu compte aussi assez rapidement, puisque finalement l'idéal que j'avais de l'écrivain, l'image d'Épinal de l'écrivain dans son appartement, qui va passer ses vacances dans sa villa en Toscane, où il se consacre à l'écriture, des personnages merveilleux, en appelant de façon tourmentée son éditeur « je n'y arrive pas, j'ai un blocage, etc. » Bon, tout ça, en fait, dans la vraie vie, c'est pas possible. Un auteur, quelqu'un qui écrit de la fiction, il doit être dans le monde. Et aujourd'hui, mon analyse du problème en littérature, c'est que la littérature parle trop d'elle-même, elle parle trop de son nombril. Donc on en voit, quand on regarde la rentrée littéraire, je vais me faire détester par tous les éditeurs de la Place de Paris, il y a quand même beaucoup trop d'œuvres qui sont des œuvres qui sont fondées sur la vie de l'auteur, sur le papa, la maman, le grand-père, l'histoire, la psychanalyse, son quartier, enfin son chien, j'en sais rien. Et donc, pour moi, effectivement, la littérature ne peut pas se contenter de ça. Elle est obligée de s'ancrer dans un monde, mais elle doit aussi quand même nous aider aussi à le changer et à faire autre chose. Et puis de façon parfois très noire, très sombre, très insidieuse. Et moi, j'ai cette ambition-là, et en fait, c'est beaucoup moins qu'une ambition, c'est une impossibilité de faire autrement.
Donc je pense que vraiment, j'écris de la fiction parce que je ne peux pas faire autrement et que je me sens accomplie quand j'écris de la fiction. Et donc c'est quasiment une nécessité biologique ou physiologique que j'ai, qui est liée à mon goût de l'écriture, qui est à la lecture, qui est liée au fait que pour moi la littérature a été la première façon d'entrer dans ce monde et de me familiariser avec lui. Et voilà, et c'est comme ça. Donc ça me permet aussi de séparer, d'écrire des livres comme Technopouvoir, qui sont effectivement des livres plutôt d'architecture philosophique, très conceptuels, très complexes, où il y a quand même, pour ceux qui l'ont lu, ils savent que je commence chaque partie par une fiction. Et que pour moi, probablement, on peut si vraiment je devais tout enlever de ce livre, j'aurais juste gardé ces 2 fictions qu'il y a dans ce livre-là, parce que pour moi, elles épuisent tout. Il y a une synthèse de la fiction, une capacité à dire les choses en très peu de mots et d'incarner toutes les nuances, en tout cas beaucoup de nuances, en un nombre de lignes très réduit, qui est absolument incomparable. Et je suis toujours un essayiste frustré. Quand j'écris quelque chose de rationnel, que je fais une démonstration, un article, j'ai une frustration qui est terrible, que je ne peux finalement compenser quand on a envie d'écrire de la fiction de mon côté, parce que ça va mieux, quoi, après. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être jeune et femme en politique ? Eh bien, comme partout, hein, je ne pense pas que ce soit vraiment facile. Aujourd'hui, quand même, c'est plus facile qu'hier. La parole s'est déliée, le monde change. Paris en commun, aujourd'hui, c'est une structure qui encourage grandement les femmes et jeunes. Donc, on est beaucoup à se présenter au municipal. Pour moi, effectivement, je l'ai un peu évoqué, on m'a élevée comme étant une personne. Et donc, je n'ai jamais été rabattue à ma condition de femme. D'ailleurs, si je dois vraiment réfléchir à mon rapport à moi-même de cette période de l'enfance, je ne pense pas que je me percevais essentiellement comme étant une petite fille ou quelque chose. Enfin, j'étais vraiment une personne, quoi. Et effectivement, ça m'a rapproché, ça m'a donné certaines, on va dire, capacités de résilience, d'adaptation. Mais je pense que, du coup, je suis venue à cette question du féminisme. Finalement, j'ai toujours été féministe, mais de façon tellement naturelle, que c'était tellement ancré en moi, que je n'ai pas eu à construire ce discours par rapport à d'autres de mes amis et mes connaissances que je respecte beaucoup, qui sont très tôt été confrontés au blocage qui représentait d'être une femme dans le monde, et qui ont dû se construire un discours, une identité, un rapport aux autres, hein, qui était influencé par cela. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en tant que mère de 2 enfants, femme en politique, en plus, voilà, il y a un moment donné où j'ai été une immigrée, cette question-là, elle se pose. Et c'est pour ça que je suis engagée dans le collectif Forte, qui est le comité des femmes qui soutiennent Anne Hidalgo et Paris en commun, parce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui de porter ce discours. C'est essentiel de porter des politiques qui permettent aux femmes de s'accomplir, et qui permettent aussi aux hommes de permettre aux femmes de s'accomplir. Je pense notamment à une question qui revient sans cesse, c'est le congé paternité, qui est en France de 11 jours consécutifs. Donc nous, on a la chance d'être entrepreneurs, donc on a pu s'aménager le temps à la naissance d'un enfant pour partager les tâches. Eh bien, c'est complètement différent, à la fois pour moi et pour mon mari, d'être parents et d'être actifs dans ce monde lorsque nous prenons pleinement à charge tous les 2 les enfants. Je crois que sur cette question-là, notamment, il est essentiel que nous rattrapions notre retard. Violette, votre nièce qui habite à Nancy et dont vous êtes très proche, a une vision tout à fait intéressante du rôle de mère. Et on vous rassure, elle vous trouve que ça vous correspond. Pour moi, un maire, c'est savoir s'investir, satisfaire tout le monde, même si c'est compliqué. C'est toujours compliqué, c'est même impossible de satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des personnes mécontentes du travail des autres, mais je pense que c'est surtout savoir donner son avis, donner des conseils, mais en savoir écouter les conseils des autres, se remettre en question sur ce qu'on fait.
Et je pense que Diana, elle saura très bien faire ça parce que c'est pas quelqu'un de fermé. Elle sait écouter les autres. Il y a quelque chose dans donc dans la fonction de mère qui, moi, m'inspire beaucoup. C'est qu'on part des problèmes quotidiens, on part du tangible, on part de la matière. C'est ce que les gens, quand ils vont vous voir, c'est les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie qui font qu'ils se tournent vers vous. Et quand ils se tournent vers vous, ils ne se tournent pas vers une entité qui est l'État, ils se tournent vers la personne qui est là et qui incarne cette fonction, cette autorité, ce devoir politique de façon très incarnée. Et donc, moi qui crois que tous les problèmes aujourd'hui de notre politique, de notre pays et de l'Europe en particulier viennent à ce que les problèmes soient extrêmement abstraits donc dans leur formulation et que ces problèmes abstraits soient portés par des fictions institutionnelles ou par des personnes qu'on ne peut pas atteindre, en fait, qui concrètement n'existent pas, qui sont des sortes de demi-dieux ou d'anges ou j'en sais rien, mais en tout cas qui ne sont pas des personnes qui ont une prise sur les problèmes. Je crois que aujourd'hui, la politique locale et en particulier la fonction de maire, c'est un remède. En tout cas, c'est le premier remède qu'on doit appliquer au problème du rapport aux politiques, à la perte de confiance des citoyens dans leur politique. Et donc, je crois que moi, je vous l'ai déjà dit, j'adore écouter les gens, je commence toujours par écouter. Je pense que c'est la capacité d'écoute, et donc on vient toujours avec son propre monde, mais en essayant de mettre ce monde un peu entre parenthèses et de comprendre ce que les gens vous disent, c'est la première qualité d'une femme politique et d'un homme politique, et c'est de là qu'on part. Et quand on est maire, on est obligé de le faire. Et du coup, il sera comment le 7e arrondissement si vous devenez maire ? Le 7e arrondissement, si je suis élue demain, il va garder les atouts qui ont toujours été les siens, pour lesquels ses habitants l'aiment, ses habitantes l'aiment profondément. C'est un arrondissement qui est très riche d'histoire, qui est riche de culture, qui est un arrondissement symbolique puisque beaucoup de lieux de pouvoir s'y trouvent. Mais c'est aussi un arrondissement qui perd certains de ses habitants, dont les loyers, comme vous l'avez mentionné, ne cessent de se renchérir, où les services publics finalement ne sont pas si présents que ça, où les institutions locales très importantes comme la maison des associations et tout le tissu associatif sont fortement menacés. Donc il y a quelque chose à reconstruire dans le 7e arrondissement face à cette menace qui guette le 7e comme le reste de Paris, qui est de perdre de la vie, de devenir un endroit qui est peuplé seulement de personnes qui peuvent se permettre d'y habiter. Et aujourd'hui, eh bien, c'est les habitants traditionnels du 7e ou les personnes les plus aisées, mais demain, avec la spéculation immobilière, ça pourrait être seulement les propriétaires de sociétés financières qui font de la spéculation sur les hôtels particuliers. Et donc ça ne doit surtout pas arriver. Et donc, moi, mon programme pour le 7e, c'est que le 7e doit être rendu à ses habitants d'aujourd'hui, à ses habitants d'hier et à ses habitants de demain. La deuxième action, elle porte sur le soutien au tissu commercial et artisanal, qui fait la richesse de Paris et qui fait la richesse du 7e. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut les aider également contre la spéculation immobilière, ça j'en ai parlé, les soutenir financièrement dans leurs projets de développement pour qu'ils puissent se maintenir et se développer, évoluer, grandir s'ils le veulent dans l'arrondissement. Et ça veut dire aussi, question très importante, c'est proposer un autre modèle de tourisme que celui que connaissent et dont souffrent aujourd'hui beaucoup des riverains qui habitent le 7e arrondissement. Un tourisme de gros cars, un tourisme polluant, un tourisme qui est peu respectueux de la tranquillité et de la propreté publique. Par exemple, aux abords du Champ de Mars, c'est un problème récurrent qui apparaît aujourd'hui. Donc, pour cela aussi, il faut évidemment, comme on va le faire, instaurer une police municipale équipée et formée pour qu'elle puisse lutter contre ces incivilités, faire respecter la cohabitation de tous dans les rues, sur la voie publique, etc., notamment en matière de mobilité. Mais il faut également proposer d'autres façons de faire le tourisme, comme l'interdiction nécessaire des cartes touristiques dans les prochaines années, mais très rapidement, surtout à ces endroits-là,
les remplacer par des mobilités douces, des navettes qui sont moins polluantes, qui sont plus respectueuses et qui sont plus compatibles avec un tourisme qui va se tourner non pas vers les grosses industries de consommation, de goodies, de produits complètement formatés qui existent dans le monde entier, mais vers le savoir-faire parisien, le savoir-faire du 7e qui doit absolument être soutenu pour ce faire. Voilà. Après, moi, je crois qu'aujourd'hui, il est absolument essentiel de valoriser le patrimoine culturel du 7e pour le mettre à disposition, pour le rendre à ses habitants. Donc, moi, l'idée que j'ai, c'est qu'on va créer un projet culturel ouvert qui soit installé dans un lieu symbolique du 7e, donc on devrait déterminer, qui accueillerait la maison des associations, qui accueillerait des salles qui pourraient être librement programmées par cette maison des associations, par les parents d'élèves, etc., qui travaillerait... Et pour les associations étudiantes. Exactement, pour les associations étudiantes, avec une salle de cinéma, avec une salle de théâtre, et qui surtout accueillerait donc, cette idée que je porte, une résidence d'artistes pour les moins de 18 ans. Et donc vraiment qui compléterait l'éducation et la solidarité par cet accès à la culture, notamment classique, pour les moins de 18 ans. Donc voilà, je pense, mon projet pour le 7e. Il y en a d'autres, évidemment. Le verdissement, redessiner les plans de circulation, redessiner les places comme les Invalides pour les rendre plus accessibles, plus favorables à la vie quotidienne, à la vie des gens, au contact. La piétonisation des abords des écoles et des espaces qui sont fréquentés le week-end. Donc ce sont des parties essentielles de notre programme. Mais surtout, il y a une chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est que tout cela, je reboucle avec la question sur c'est quoi la qualité d'un maire. Il ne peut pas se faire tout seul, cloîtré dans sa mairie sans écouter les gens. Il doit se faire évidemment avec les citoyens. Donc moi, je crois fortement à la démocratie participative dans son acception la plus quotidienne et la plus simple, qui est celle de rassembler au niveau de la gouvernance, recueillir les avis, écouter ce que les gens souhaitent. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ce que tout le monde souhaite, ça ne veut pas dire qu'on ne se bat pas. La politique, c'est une affaire de friction, c'est une affaire de conflit. Mais c'est aussi une affaire d'écoute. Et si cette écoute existe, eh bien le conflit et la friction, ils seront résolus, ils passeront. Et ils vont laisser place à une nouvelle délibération. Et donc incarner ça, pouvoir le pratiquer à un niveau local, au niveau de la mairie du 7e arrondissement, du territoire du 7e arrondissement, je ne crois pas qu'il y a de souhaits plus précieux que j'ai en ce moment. Merci de nous avoir suivis. Découvrez d'autres épisodes sur notre chaîne de podcast Paris en commun, sur votre application préférée. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Magellan et YouTube. À bientôt!